à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Très heureuse de vous retrouver cette semaine dans le costume d'Arnaud Ardouin. Arnaud Ardouin, le fameux que vous retrouverez dès lundi prochain. Smart Job, c'est toujours en direct du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, à la rencontre d'une femme, elle est docteure en pharmacie et elle a fait le pari de l'ultra-personnalisation en lançant sa marque de cosmétiques frais et sur mesure, loin des standards et pour une beauté plurielle. Smart et Réglo, la surveillance de ses fournisseurs stratégiques ou comment se prémunir de risques éventuels en maîtrisant son environnement d'affaires. Un expert sera sur notre plateau pour nous éclairer. La pause café que nous prendrons aujourd'hui avec Sybilla Oudjane, elle viendra nous donner quelques conseils, de précieux conseils pour télétravailler tout en gardant ses enfants et sans passer par la crise de nerfs. Le cercle RH, nous nous intéresserons aujourd'hui à la question du harcèlement, le harcèlement au travail, quand les paroles, les comportements inappropriés et répétés rendent les conditions de travail délétères. Dans le sillage du hashtag MeToo, les langues se délient et l'omerta vole en éclats. Que retiennent les entreprises de ce nouveau paradigme? Nous ferons le point sur ce plateau avec mes invités. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. Faire une école, c'est bien. Trouver un job à la sortie, c'est mieux. Les écoles multiplient les initiatives pour travailler l'employabilité de leurs futurs diplômés. Nous recevrons le président de l'une d'entre elles. Ce sera à la toute fin de cette émission. Mais pour commencer, bien sûr, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec Lucille Bataille, ravie de vous accueillir sur notre plateau. Bonjour Fanny. Vous êtes docteur en pharmacie et fondatrice de La Beauté, c'est une marque de cosmétiques sur mesure. Comment vous est venue cette idée d'appliquer à la cosmétique l'ultra-personnalisation ? Alors, c'est au contact de mes clientes. Moi, j'ai beaucoup travaillé en pharmacie d'officine, donc je vendais des produits de dermocosmétiques. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas et beaucoup de femmes et d'hommes pour lesquels je n'avais pas de solution avec une offre standard. Je prends un exemple. Si vous avez la peau sèche, sujette aux brillances, aux imperfections et des premières rides, eh bien, dans l'offre standard, vous n'allez pas trouver crème à votre peau. On va multiplier les crèmes, finalement. Vous allez multiplier les crèmes. Alors, certaines ou certains mettent une référence sur le front pour limiter les brillances et sur les joues, autre chose. Et donc, ça me paraissait dommage. Moi, j'ai été formée dans nos premières années d'études en pharmacie. On nous apprend à faire ce que l'on appelle des préparations magistrales. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une prescription de votre médecin pour vous faire fabriquer un médicament. Ça peut être une pommade, ça peut être un sirop, c'est n'importe quelle forme galénique. Quand il n'existe pas de médicament adapté à vous, vous pouvez vous faire fabriquer un médicament sur mesure. Et donc, vous avez appliqué ce concept à la cosmétique. Absolument. Et quand vous venez, on a 2 boutiques laboratoires à Paris, puisque La Beauté, c'est la contraction de laboratoire et de beauté, L-A-B-O-T-E. Et on s'est inspiré effectivement des anciennes pharmacies dans lesquelles vous aviez un espace dédié à la vente et au conseil et un espace de fabrication. Donc nous, on fabrique nos produits à la demande, sous les yeux de nos clients, dans nos 2 boutiques, à la suite d'une analyse de leur peau, pour pouvoir répondre à tous leurs besoins cutanés. Et on s'affranchit complètement des standards. Chez nous, il n'y a pas des peaux grasses, des peaux mixtes, des peaux sèches. Il y a d'abord votre peau, hein. Exactement. Des besoins qui sont souvent multiples, qui peuvent changer d'une saison à l'autre, qui changent d'une année à l'autre. On tient compte de l'environnement, on tient compte des fragilités, on tient compte des objectifs aussi en termes d'efficacité, parce que tout le monde n'a pas la même appréhension de la belle peau. Chez moi, je vais trouver qu'une belle peau, ça va être une peau éclatante, voilà, qui est lisse. On a des clientes qui aiment avoir plutôt un teint de porcelaine, qui sont sujettes aux rougeurs, donc elles vont plutôt être attentives à l'uniformité du teint. Donc on demande à chacune de nos clientes ce qu'elles attendent finalement de leurs produits cosmétiques. Elles veulent tout. Elles veulent tout et elles sont très exigeantes, mais elles ont raison. Donc vous avez 2 boutiques en physique sur Paris. Absolument. Dans le 11e et le 6e arrondissement. Aujourd'hui, les boutiques sont fermées, j'imagine. Donc, pour une prescription, dès lors qu'on veut établir un diagnostic de notre peau,
Pas sur Internet. Absolument, on fait tout sur Internet. Même avant le Covid, on faisait la majorité de notre chiffre d'affaires sur Internet. Donc l'expérience... C'est 90% à peu près, oui, c'est ça? Oui. L'expérience est hyper simplifiée. Vous remplissez un formulaire. On vous pose plein de questions sur votre environnement, votre peau, vos fragilités. Parce que notre peau, finalement, on ne la connaît pas toujours très très bien. On a l'impression qu'on a la peau sèche alors que pas du tout. Oui. Mixte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Oui, c'est super. C'est hyper difficile de s'auto-évaluer. Donc nous, on a créé un diagnostic qui vous permet de ne pas le faire. Donc vous allez répondre à des questions. Vous laissez guider. Détournées en fait. Si votre peau est grasse, par exemple, on va pouvoir l'identifier par ses brillances, les pores, les imperfections, etc. Donc nous, on va vous poser des questions sur ce que vous voyez, ce que vous pouvez évaluer, donc les brillances. On va vous poser des questions sur votre confort. Et ensuite, vous avez un algorithme qui mouline toutes ces réponses-là et qui vous donne, du coup, les résultats. On a 6 échelles d'évaluation sur, effectivement, nature de peau, déshydratation, sensibilité. Et on vous donne beaucoup de conseils. Et ensuite, vous pouvez passer commande si vous le souhaitez. Donc là, à la fin de votre diagnostic, vous avez pour chaque produit, votre crème de jour, par exemple, on va être capable de vous dire on travaille avec tels et tels ingrédients qui vous correspondent. Vous choisissez la texture, le parfum et vous pouvez commander. Et si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé, vous pouvez faire une visioconsultation avec nos pharmaciens. Donc ce sont des pharmaciens. On a quel profil sur un poste de prescripteur? Pharmacien. Pharmacien. Pas dermatologue. Non, on travaille qu'avec des pharmaciens. Et la raison est assez simple, c'est que le pharmacien a la connaissance à la fois de la peau, mais aussi et des propriétés aussi ouais. des plantes qui sont utilisées. Exactement. Parce que c'est des produits frais. Hein. Oui, ce sont des produits frais. Nous, on fabrique à la demande nos produits cosmétiques. Vous avez ensuite une date de péremption dont on est très fiers. Comme ce sont on peut garder combien de temps à peu près une crème? 3 mois? Oui, c'est 3 mois après la date de fabrication et ça correspond aussi à la durée de vie de vos principes actifs. Un antioxydant qui est super bon pour l'éclat du teint et les propriétés anti-âge. Une fois que vous le mettez dans un mélange, il va perdre en efficacité en 3 mois environ. Donc, c'est très important. Donc, nous, on fabrique à la demande et ensuite, on vous donne 3 mois pour utiliser votre produit. Vous avez différents types de packaging pour que vous puissiez choisir un petit format si vous n'utilisez pas énormément votre crème. Par exemple, on a des clientes qui prennent des crèmes de nuit et qui parfois loupent cette étape de la crème de nuit. Donc, elles prennent en petit format la crème de nuit et en grand format la crème de jour. Et c'est très important parce qu'un produit que vous achetez dans un circuit traditionnel, c'est un produit qui a été fabriqué très longtemps avant que vous l'achetiez. C'est 12 à 18 mois en moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec beaucoup de conservateurs, beaucoup d'additifs. On est sur du prêt à consommer. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il faut se poser la question aussi de ce qu'il reste. C'est comme dans votre alimentation, quand vous pressez votre jus d'orange le matin, il est frais, il est plein de vitamine C, vous le buvez. Et les vitamines s'évaporent plus le temps passe. Ouais, vous aviez commandé une étude auprès de l'IFOP oui. Sur l'utilisation des cosmétiques que font les Françaises. Oui. 46% des Françaises jettent des cosmétiques qu'elles n'ont pas terminés. Oui. C'est considérable. C'est énorme. Et si vous ramenez ça à la quantité de crème par jour, c'est 4 tonnes par jour. 4 tonnes par jour en France. Qui sont jetées en France. Comment on explique ça, un tel gaspillage? Vous avez 3 raisons principales. La première, c'est je n'ai pas constaté d'efficacité sur le produit que j'ai acheté. Et donc, c'est vrai que si vous n'avez pas un produit qui vous correspond à 100%, derrière, vous ne voyez pas une efficacité à 100%. Donc, en fait, c'est un produit que vous commencez à utiliser, puis finalement, vous le remplacez. Vous êtes en quête permanente de la crème. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant? Parce que quand on veut, par exemple, une crème anti-rides, on va vouloir avoir des effets instantanés, quasiment. Vous avez raison. Il y a une notion d'éducation et de pédagogie. Il y a des efficacités sur la peau qui prennent du temps voilà, traitement de peau qui se voit sur la durée, mais vous avez aussi une crème qui fonctionne bien. Ça va se voir tout de suite quand même sur l'éclat du teint, la qualité, le confort de la peau. Et puis bien sûr, la correction et la prévention anti-âge sont des phénomènes un petit peu plus longs. Mais en tout cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes jettent leurs produits cosmétiques, il y a cette notion d'efficacité sur laquelle, effectivement, vous avez raison, il faut faire de la pédagogie. Et la beauté de la peau, ça passe par aussi un équilibre dans son alimentation, dans son style de vie. Donc c'est vraiment une prise en charge globale qu'il faut envisager. Mais il y a aussi 2 autres raisons qui me semblent quand même assez dommages. C'est que les femmes déclarent ne pas apprécier la texture ou le parfum
de leur crème. Donc, vous achetez une crème, même si vous trouvez qu'elle marche bien, si elle sent très mauvais, ou en tout cas qu'elle n'a pas l'odeur que vous aimez. C'est un repoussoir, on voilà. va pas l'utiliser. Ou une texture qui est pas très agréable à appliquer, du coup, vous n'allez pas être très observante dans son application. Et puis, la dernière raison, c'est parfois incompatibilité totale entre une formule et une crème. Donc, je fais une mauvaise réaction cutanée voilà. Et donc, je ne peux pas terminer mon flacon. Et donc, nous, on pense que ce n'est pas une fatalité et qu'en prenant le temps, on prend le temps avec nos clientes de comprendre ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent, ce dont elles ont besoin. Aussi, on les guide. C'est pour ça qu'on a des pharmaciens qui guident dans la prescription des soins. On arrive à avoir de meilleurs résultats et moins de gaspillage à la clé. Et des pharmaciens qui répondent à vos besoins. Exactement. Vous avez actuellement 10 salariés. C'est quoi la suite? Est-ce qu'on peut industrialiser du sur-mesure? Alors, nous, c'est vraiment notre ambition parce que je pense que c'est un modèle qui est vertueux à la fois pour les personnes qui achètent leurs soins, mais aussi pour l'environnement parce que fabriquer à la demande des produits dont les gens ont vraiment besoin et ne fabriquer que ce que les gens achètent est, à mon sens, les modèles d'industrie d'avenir. Et donc, effectivement, on a cette ambition d'industrialiser la cosmétique sur mesure et la fabrication à la demande. Et oui, c'est tout à fait possible. Il faut énormément innover. Nous, on a déposé un brevet. On a un brevet délivré sur notre procédé de formulation à froid qui nous permet de fabriquer en quelques minutes des produits frais et sur mesure quand normalement on met 1h30 à 2 heures à faire une émulsion. Donc, c'est vrai que ça nécessite énormément d'investissement en IT, enfin en technologie, et puis en recherche sur le produit, en logistique énormément aussi. Mais c'est possible et c'est des modèles qui ont du sens à la fois pour l'environnement et pour les gens qui consomment ces produits-là. En parlant d'environnement, il y a aussi tout un travail autour du packaging. Oui, on va au bout des choses. Alors chez nous, on conditionne nos produits dans des flacons en verre qui se recyclent bien sûr, et on a sorti notre premier produit en refill. Donc on a développé une poche en épluchure de pommes issue d'une filière d'upcycling donc vous achetez votre charge, vous nettoyez votre pot et vous pouvez le re-remplir. Et on a monté une opération qu'on va relancer parce qu'elle a eu beaucoup de succès, qui s'appelait The Beauty Hack, et on invite nos clientes à nous rapporter, plutôt que de jeter la crème qui les a déçues, et de participer à ces 4 tonnes par jour qui finissent à la poubelle. Ramener le petit récipient vide. On nous ramène le récipient vide, nous on le nettoie en boutique, on le désinfecte, et puis ensuite on le re-remplit avec une crème sur mesure dont on fait le pari qu'elle ne terminera pas à la poubelle. On vous le souhaite en tout cas. Dernière question, avec le masque, le port du masque prolongé, ça accentue cette nécessité d'un soin très ciblé, parce qu'on n'a pas tous les mêmes dommages, on va dire, sur la peau avec ce port du masque. Absolument. En fonction de votre nature de peau, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences. Des peaux très fragiles, sensibles, vont être encore plus sujettes aux rougeurs, aux irritations, à la desquamation. Donc, ça va être des petites zones sèches, des personnes sujettes aux imperfections, ou même des personnes qui n'avaient jamais fait d'imperfection se retrouvent avec des petites irrégularités. Donc, effectivement, mais ça, c'est lié à votre environnement. Encore une fois, quand votre style de vie change, votre peau change. Tout se voit à la surface de la peau, en fait. Tout votre équilibre et toute votre vie au quotidien se voit sur la peau. Une beauté complète. Absolument. Merci Lucille Bataille. Merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, on passe au droit avec un sujet qui devrait vous intéresser, Lucille. Il concerne un bon nombre de dirigeants d'entreprises et de directeurs des achats également. Comment surveiller vos fournisseurs stratégiques, En quoi cette surveillance est nécessaire, surtout en ce moment, et quels sont les outils à votre disposition? Un expert sur notre plateau dans quelques instants pour nous éclairer, c'est Smart & Réglo. Smart & Réglo, notre rendez-vous juridique quotidien. Je reçois aujourd'hui Erwan Richard. Bonjour. Bonjour, vous êtes veilleur chez SVP Information Décisionnelle. Alors, on va parler avec vous de l'importance pour une entreprise de surveiller ses fournisseurs stratégiques. En quoi c'est primordial aujourd'hui dans le contexte actuel ? Alors effectivement, c'est vraiment un sujet d'actualité. On traverse un contexte économique qui est finalement assez ambivalent en ce moment. C'est-à-dire qu'avec les différentes mesures d'aide qui ont été mises en place par l'État, d'accompagnement des entreprises, 2020 a été finalement l'année qui a eu le taux de défaillance des entreprises le plus faible au cours des 30 dernières années. Le nombre de liquidations judiciaires a baissé, je crois, de 38% en 2020 par rapport à son niveau de 2019. Alors aujourd'hui, en 2021, on est dans une situation justement où il peut être un petit peu
compliqué d'appréhender au mieux l'état du marché et de ces entreprises au vu de ces aides. Et il y a fort à parier qu'à partir du moment où ces aides vont arriver à échéance, on aura sans doute une augmentation des défaillances d'entreprises. Donc un cabinet... Et justement, est-ce qu'on peut anticiper avant d'arriver justement à la fin de cette perfusion? Alors, il y a effectivement des outils qui sont à la disposition donc, des directeurs achats, des directeurs d'entreprise, notamment la veille fournisseur ou pour les fournisseurs stratégiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fournisseur stratégique? Donc, il y a différentes notions qu'on pourrait adosser au caractère stratégique, mais finalement, alors, quelques notions rapidement, ça peut être le taux de dépendance du fournisseur vis-à-vis de son client en termes de volume d'affaires. Est-ce que votre fournisseur a une technologie particulière qui serait susceptible d'être difficilement remplaçable? Est-ce que votre fournisseur, vous avez l'habitude de travailler avec lui depuis un certain nombre d'années? Donc voilà, il y a plusieurs notions qu'on peut adosser au caractère stratégique. Mais finalement, ce qui est important de se demander, c'est de savoir si finalement, quel serait le risque auquel je vais faire face si mon fournisseur connaît une défaillance. Et il ne va pas forcément vous prévenir en amont. Effectivement, donc on peut avoir certes une relation de confiance avec son fournisseur, mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être aussi d'avoir son propre avis, un avis externe. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on peut proposer notamment des prestations de veille. Et donc dans la veille, il y a plusieurs outils, j'imagine. Voilà. L'idée, c'est d'identifier les fournisseurs stratégiques, peut-être de les mapper. Alors, comment on opère tout ça? Ça, effectivement, ça c'est possible. On va appeler plutôt ça du sourcing. On va éventuellement essayer d'identifier d'autres types de fournisseurs. Donc ça c'est une démarche aussi qui peut arriver par la suite. Mais la veille, elle va d'abord. En fait, la veille consiste à répondre à un besoin précis. Et donc dans ce cas-là, ça serait d'évaluer la pérennité à long terme de votre fournisseur. Donc pour ça, on va mettre en place un dispositif. Donc il y a différentes étapes dans le cycle de la veille. Mais l'idée, c'est d'abord de faire un diagnostic avec notre client. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre fournisseur? Quel est son contexte? Et au vu des éléments qu'on va pouvoir échanger, l'équipe de veille va paramétrer un dispositif de surveillance. Donc, en quoi ça consiste? On va surveiller des informations légales, hein, on est d'accord? Absolument, on est vraiment dans l'information. Mais qui est peut-être un petit peu disparate et qu'il faut rassembler. Effectivement, il faut la rassembler parce que du coup, pour avoir une appréhension à 360 degrés d'un fournisseur, il faut vraiment collecter. Donc, on va collecter à la fois les éléments financiers, évidemment, donc tout ce qui est chiffre d'affaires, comportement de paiement, niveau de trésorerie. Mais finalement, et notamment en vue du contexte actuel, ces éléments ne suffisent plus parce que souvent ils peuvent être publiés une fois par an ou une fois tous les 6 mois. Donc finalement, on va aussi surveiller d'autres éléments qu'on appelle éléments extra-financiers. Donc les éléments extra-financiers, ça va être est-ce que votre fournisseur a signé d'autres contrats? Est-ce qu'il propose une autre nouvelle offre commerciale? Est-ce qu'il a peut-être mis en place une politique de recrutement conséquente ou au contraire, est-ce qu'il a gelé ses recrutements? Vous voyez, ces différents signaux qui permettent justement de prendre un petit peu la température et d'appréhender au mieux justement la situation de votre fournisseur. Cette veille, elle existait avant, mais elle est devenue incontournable presque aujourd'hui. Absolument, oui. C'est vrai que c'est... On peut parler de gestion dynamique du risque. Alors, on est vraiment dans l'anticipation. Exactement, on est dans l'anticipation et on est aussi dans quelque chose de très dynamique parce qu'effectivement, quand on réalise une veille, on ne va pas appuyer sur un bouton pour la lancer et puis finalement, elle va s'écouler au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours des ajustements finalement en fonction du contexte économique, en fonction si vous avez des informations sur votre fournisseur, la façon dont il évolue. Tout ça, ça va être pris en compte par l'équipe de veille. Et effectivement, on est vraiment dans le contexte actuel sur une demande qui est beaucoup plus accentuée. On nous sollicite pour surveiller des panels de fournisseurs plus importants que par le passé. Avant, on surveillait 5 à 10 fournisseurs. Maintenant, on peut en suivre 20, 30. Voilà. On sent qu'on répond vraiment à une demande actuellement de beaucoup de décisionnaires d'entreprise. Quels sont les écueils à éviter dans cette veille? C'est peut-être de se disperser ou de ne pas avoir un objectif clair? En fait, comme vous l'indiquez, finalement, pour que le produit soit de qualité, qui réponde vraiment aux besoins du client, justement, le ciblage, le paramétrage, le diagnostic, on peut l'appeler de différentes façons, doit être vraiment fait de manière très précise, justement pour que le veilleur, en conséquence, réponde à ses besoins. Donc, par exemple, les informations, tout simplement, s'il y a une volumétrie d'informations qui est très conséquente, on ne va pas noyer notre client dans un flux continu d'informations. On va vraiment prendre celles qui sont tout à fait stratégiques pour lui. Donc, l'écueil à éviter, ça peut être ça, par exemple. Et justement, toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Elles vont nous servir à quoi? Alors, c'est une bonne question. Alors, typiquement, elles peuvent servir à anticiper.
C'est-à-dire que finalement... Il faut les traduire surtout. Et il faut les traduire. C'est bien de les rassembler, Voilà. de les trouver, mais il faut les interpréter. Et ça, effectivement, alors ça, c'est aussi le travail du veilleur. C'est-à-dire qu'en fait, il va paramétrer, il va collecter de l'information et ensuite il va la traiter et lui donner un premier niveau d'analyse. C'est-à-dire que justement, il ne va pas se contenter de donner telle information, mais quand il va faire des bilans avec son client, on va vraiment dire cette information, elle s'inscrit dans cette tendance-là, ça veut peut-être dire ceci, cela, et donc effectivement, et après il y a un vrai échange pour savoir finalement une information, qu'est-ce qu'elle veut dire, ou finalement plusieurs informations, on ne prend pas information par information, on essaye d'avoir quelque chose de plus global. Ensuite, donc effectivement, l'objectif, c'est d'anticiper. Donc finalement, vous avez des doutes sur la pérennité financière de votre fournisseur ou de la continuité de son activité, mais vous allez peut-être avec la veille vous dire effectivement, il a gelé tous les recrutements, ou alors il devait moderniser telle usine, finalement ça a été reporté. Est-ce que oui, ça, c'est des signaux peut-être. Alors on appelle ça des signaux faibles, justement des signaux faibles. C'est ça un petit peu l'objectif de la veille, c'est de détecter l'information stratégique pour détecter des signaux faibles et pour finalement anticiper les risques. Donc c'est vraiment un des usages principaux de la veille, c'est ça, ça va être d'anticiper. Donc il y a une expertise quand même adossée à tout ce travail de veille pour voir justement les signaux, les lire et mettre en place peut-être des... Exactement. En fait, disons qu'il y a le traitement, il y a deux dimensions dans la veille. Il y a la dimension qui est vraiment technologique avec le paramétrage des outils, des bases de données, ce genre de choses. Et puis, il y a également justement un traitement humain de l'équipe de veille qui va justement collecter, interpréter, analyser ces informations pour ensuite les diffuser à son client et pour que ça lui apporte vraiment de la valeur ajoutée. Merci beaucoup Erwan Richard, veilleur chez SVP en formation décisionnelle. Merci d'être venu sur notre plateau. Un tout autre sujet, désormais la problématique qui se pose à de nombreux parents en ce moment. Entre écoles fermées, vacances scolaires qui ont été décalées, vous vous retrouvez peut-être à télétravailler à la maison tout en ayant à vous occuper de vos enfants et surtout à les occuper. Un casse-tête, le parcours du parent combattant. Vous avez tout essayé? Eh bien peut-être pas. Sybille Aoudjan à la rescousse avec de précieux conseils. Restez avec nous, c'est la pause café. Une pause café que je partage aujourd'hui avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Je suis ravie de partager cette pause café avec vous. Moi aussi. Alors c'est vrai que conjuguer télétravail, enfants à la maison, c'est un exercice loin d'être simple, hein, surtout quand on a vécu l'expérience au premier confinement, ça s'est pas toujours très très bien passé. Pour le meilleur, surtout pour le pire, autant dire que ses parents ont eu comme une petite bouffée d'angoisse quand le chef de l'État a annoncé la fermeture des crèches et des écoles fin mars. Oui, voilà, le 31 mars dernier, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles pour une durée de 3 semaines et 4 semaines pour les collèges et lycées, donc tout en insistant sur la nécessité de continuer de faire du télétravail. Donc forcément, oui, après l'expérience du premier confinement, certains parents se sont glacés en entendant cette annonce, car télétravail ne rime pas vraiment avec temps de garde. Et on peut les comprendre, ces parents. Alors, quels sont vos meilleurs conseils pour essayer de concilier les deux ? Alors pour tenir le rythme, c'est important de revoir déjà sa journée type. On ne va pas forcément suivre l'évolution de sa journée comme si on était au bureau. Donc par exemple, pensez à décaler tout ce qui est visio, conférence, Zoom ou point d'équipe à un moment où les enfants font la sieste ou le soir, voire tôt le matin, quitte à laisser les enfants dormir un petit peu plus. Aussi, il est clair que vous ne risquez pas de pouvoir travailler autant d'heures que voulu. Il est important de prioriser vos tâches. Commencez par ce qui est le plus important, réalisez les missions qui vous sont les plus indispensables pour avancer dans votre travail. Bref, misez sur l'efficacité et l'organisation. N'hésitez pas aussi à être transparent avec votre entreprise pour justifier un rythme différent. Et par ailleurs, cela ne vous aura probablement pas échappé. Les enfants demandent une attention très régulière. Cela aura tendance à vous couper dans votre travail. C'est pourquoi il est préférable de faire les choses une à une, au risque de vous éparpiller. Bon, autant vous le dire, il va falloir un petit peu revoir votre déco chez vous, c'est ça? Si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut essayer de recréer un espace de travail un petit peu en prenant compte qu'on a des enfants aussi. Oui, créer son propre espace de travail est indispensable selon les conseils de Walters People, un cabinet spécialisé dans le recrutement intérimaire. C'est important pour toutes les personnes en télétravail, mais particulièrement pour ceux qui doivent en plus s'occuper de leurs enfants. Par l'espace, l'enfant doit comprendre que vous n'êtes pas là pour jouer
jouer avec lui toute la journée. Chacun doit disposer de son environnement propre, dans la mesure du possible, organiser un temps calme pour travailler, puis un autre pour jouer avec elle ou lui. En créant ces habitudes, votre enfant va se caler plus facilement sur ce nouveau rythme. Comme à l'école, vous pouvez donc disposer votre salon en différents coins de jeu, espace dessin, espace lecture, conseille aussi Walters People. Certains investissements peuvent être aussi intéressants, comme des jeux autonomes qui pourront occuper l'enfant intelligemment. Et bien entendu, pour travailler paisiblement, il est préférable de vérifier que l'appartement soit sécurisé, mettre hors de portée tout ce qui pourrait être dangereux, pousser les meubles, protéger les coins de table aiguisés, les bibelots fragiles. Donc oui, la déco salon sera un peu perturbée, mais cela vous permettra de regarder votre écran sereinement, en tout cas en théorie, car effectivement, en pratique, ce n'est pas toujours aussi simple. Quand votre salon devient un immense open space. Le manque de place, c'est vrai que ça rend encore plus compliqué ce moment déjà difficile à vivre. Oui, il est difficile à vivre très différemment selon l'âge des enfants, selon le lieu de travail. Et une analyse de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, a été publiée en juin 2020. Elle comptabilise ceux qui disposent d'une pièce en plus pour travailler séparément de leur famille, ce qui peut jouer. Les Parisiens, bien sûr, sont plus nombreux que les autres Français à travailler dans une pièce partagée. 40% des Parisiens travaillent dans la même pièce qu'une autre personne, contre une moyenne nationale de 34%. C'est assez compréhensible vu les surfaces plus petites de la capitale. Les différences se jouent aussi de manière socio-professionnelle. Les cadres sont 40% à disposer d'une pièce individuelle. C'est 2 fois plus que les ouvriers qui sont 17%. Et enfin, sans rentrer dans la question de la proportion des femmes qui s'occupent plus des enfants que des hommes, ces derniers ont davantage d'espace au sein du domicile. Ils sont 40% à bénéficier d'une pièce dédiée contre 25% des femmes. Des femmes qui sont aussi souvent plus sollicitées par leurs enfants. Et bon, si malgré tout, on n'y arrive vraiment pas. Le conseil ultime. Des solutions sont possibles si vraiment c'est trop difficile. Depuis l'annonce du gouvernement, il est toujours possible de demander à son employeur d'être mis en chômage partiel avec pour motif de garder ses enfants. Et même si son métier permet de télétravailler, la mise en chômage partiel est entièrement financée par l'État, même dans ce cas-là. Cela concernait normalement ceux dont le métier ne permettait pas le télétravail, mais cette mesure a été particulièrement assouplie. Il faut juste que l'employeur soit d'accord avec vous pour vous placer en chômage partiel. Le ministère du Travail avait dit à l'époque, chaque salarié peut avoir une discussion avec son employeur manager en fonction de sa situation personnelle. Nous mettons un reste à charge à 0 pour l'employeur pour faciliter les choses. Donc cela ne coûte rien aux entreprises, a bien précisé le ministère, pour les inciter à répondre favorablement. Par ailleurs, babysitter, nounou, aide à domicile, elles peuvent continuer à travailler chez les particuliers. Si les directives ne changent pas d'ici là, les écoles ouvriront à nouveau le 26 avril et les collèges-lycées le 3 mai. Que dire, si ce n'est courage, il ne vous reste plus qu'une toute petite semaine. Voilà, vous serez bientôt libérés. En tout cas, merci beaucoup, Sybille. On se retrouve demain pour une nouvelle pause café. Dans quelques instants, notre débat, le cercle RH. On s'intéresse aujourd'hui à la question du harcèlement au travail. Discrimination, racisme, sexisme, harcèlement sexuel, des agissements répétés, synonymes de souffrance. Il est vrai que la parole se libère et c'est souvent vers les réseaux sociaux que se tournent les victimes. Elles se tournent pour témoigner de ces agressions, exprimer leur indignation. Des témoignages nombreux et qui alertent alors que le management entend aujourd'hui remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Alors comment prévenir les comportements à problème, alerter, dénoncer, endiguer le harcèlement au travail? Quel rôle les entreprises ont à jouer? On en parle sur notre plateau juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de Smart Job avec le Cercle RH, notre débat quotidien. On va s'intéresser aujourd'hui à la question du harcèlement au travail, sujet sensible qui concerne hélas de nombreux salariés. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Duez-Ruf, qui est avocate. Bonjour à Valérie. Avocate au cabinet DR Avocat, c'est ça? C'est ça. Vous êtes également coach en développement personnel. Oui. Avocate en droit du travail au barreau de Paris et de Madrid. Exactement. Voilà. Et puis vous avez écrit ce livre, Le Code de la mère Absolument. active. C'est un livre autour de la conciliation, c'est ça, maternité, parentalité et vie active. Exactement.
Tout à fait. C'est un pour les gros souci. C'est un vrai sujet que j'ai pu On parlait de la constater conciliation au télétravail, garde juste d'enfants. avant. Juste Oui, avant. tout à fait. Et effectivement, j'ai constaté par mon expérience personnelle et puis auprès de mes clients, cabinet d'avocats et cabinet de développement personnel, qui avaient un vrai souci autour de la conciliation maternité et carrière. Et donc, je me suis dit, il faut absolument aider les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable que les femmes puissent concilier maternité et carrière. C'est tout à fait possible. J'en suis la preuve. Il y a de nombreuses femmes qui aujourd'hui ont une carrière merveilleuse. Et il faut arrêter de se mettre des barrières internes. Il y a suffisamment de difficultés dans la vie professionnelle, donc il faut pouvoir les accompagner. C'est pour ça que j'ai fait un ouvrage sur la base de conseils juridiques et pratiques pour les encourager, un peu du coaching juridique. Allier les deux. Exactement. Monsieur Lionel Cagnard-Leroy, psychologue du travail, vous êtes également membre du réseau national Souffrance et Travail. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Et Emmanuel Weinling, président de #NotMeFrance, c'est ça? Exactement. Alors c'est un nouvel outil, ça a été lancé en France début mars, lancé aux États-Unis en 2017. En quoi c'est une application à destination des entreprises et de ses salariés? Exactement. En vrai, NotMe, c'est l'histoire de son fondateur, donc Ariel Wendling, mon frère, accessoirement, qui en 2017, suite au mouvement MeToo, a eu une révélation. Il lisait un article sur une des victimes d'Harvey Weinstein, qui était une actrice, une femme puissante, et qui s'est retrouvée complètement dépourvue dans le cadre de son harcèlement. C'est-à-dire que même une femme puissante n'a pas su et n'a pas pu réagir correctement face à un harcèlement. Et le nom NotMe, c'est venu de là, c'est-à-dire que finalement, il y a eu un élan #MeToo sur les réseaux sociaux, mais finalement, ce que veulent dire les victimes, c'est NotMe. Je ne veux plus être une victime. Et les entreprises aussi, elles devraient pouvoir dire NotMe, c'est-à-dire je ne suis plus une entreprise qui tolère ce genre de comportement. Et donc, justement, en prenant votre solution, votre application, c'est aussi un message envoyé en termes de culture d'entreprise. Donc, nous ne voulons pas ça dans notre entreprise. Une personne, un salarié qui se trouve en situation de harcèlement ou de comportement à problème, elle va signaler ses comportements sur l'application? Exactement. L'idée, c'est, on s'inscrit dans le cadre du bien-être au travail, qui est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais je pense que le premier point dans le bien-être au travail, c'est le respect, la confiance et la libération de la parole qu'on peut donner à ses salariés. Et mettre en place NotMe, c'est un vrai message fort de l'entreprise qui va dire on est prêt à vous écouter, on est prêt à vous entendre et on est prêt à agir en fonction. Donc un salarié qui a l'application NotMe dans sa poche va pouvoir en moins de 3 minutes faire une alerte, signaler un comportement. Quoi, c'est un petit message écrit C'est une application, le salarié est guidé, donc on va lui demander de répondre à 4 questions principalement qui sont dispatchées avec des sous-questions, mais c'est principalement qui, quoi, quand et où. Ça va permettre vraiment au salarié d'avoir une alerte structurée sur le comportement qui lui est arrivé. Ça le protège en cas de répétition de ce comportement, et ça permet surtout à l'entreprise d'avoir une vraie vision, d'avoir des données sur ce qui se passe au sein de son entreprise. Puis ça évite aussi d'aller directement voir la case RH. Peut-être que ces témoignages sont anonymes? Exactement. L'idée, c'est que sur certains comportements, aller voir sa RH ou aller voir même un référent harcèlement quand on va parler de choses un peu violentes, c'est pas évident d'être face à quelqu'un et de pouvoir s'exprimer. Là, on est face à son smartphone. On va pouvoir faire un témoignage anonyme ou non. Et puis on garde une preuve aussi de son témoignage. C'est la victime qui va choisir si elle veut le faire de façon anonyme ou non. Et elle est dans son environnement sécurisé. On parlait, c'est vrai, de libération de la parole. Ça a commencé sur les réseaux sociaux. En octobre 2017, avec ce hashtag Balance ton porc qui a été lancé par une journaliste sur Twitter, le but, libérer la parole de toutes les femmes pour dénoncer ces situations de harcèlement sexuel subies. Prouver aussi que cela concerne tous les milieux. C'est un appel qui a donné lieu à un torrent de témoignages publiés sur les réseaux sociaux, des témoignages d'inconnus, mais aussi de personnalités. Comment on explique, Valérie, que certaines victimes se tournent plus facilement vers les réseaux sociaux plutôt que d'aller dénoncer et de porter plainte? Alors, ça peut être l'anonymat, déjà, parce que c'est vrai que ça facilite énormément la libération de la parole. Moi, je suis une fervente défenseur de la libération de la parole parce que je pense que c'est un atout formidable. Et je suis ravie de ces affaires MeToo, même s'il y a des dérives et que je pense que nous sommes dans un état de droit et qu'il est impératif que l'on respecte la présomption d'innocence. Pour autant, pour moi, l'apprentissage majeur de ces affaires MeToo, Balance ton porc, c'est avant tout pour les femmes. C'est les femmes qui savent maintenant ce qu'elles sont en droit
d'accepter et ce qu'elles ne doivent plus accepter. Et trop longtemps, en fait, on a considéré comme normal des comportements qui sont inadmissibles. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que moi-même, j'ai été élevée, quarantenaire, donc j'ai été élevée dans cette éducation un petit peu patriarcale et traditionnelle. Donc forcément, je connais ce conditionnement, on l'a vécu. Et je sais qu'aujourd'hui, je pense que le plus grand apprentissage est par rapport à notre génération. Maintenant, nous sommes plus au clair sur ce que nous pouvons accepter, ce que nous ne devons pas accepter. C'est la fin d'un modèle, en fait. On a basculé... Alors, oui, mais ça va prendre encore du temps. Parce qu'on sait que ces affaires-là, elles ne sont pas non plus, elles datent pas d'hier. C'est pas Weinstein qui a tout d'un coup révélé une boîte de Pandore. Il y avait quand même des affaires antérieurement. Et je pense que le changement des mentalités prend encore du temps. Et c'est pour ça que c'est vraiment à nous, aussi de nouvelle génération, d'éduquer aussi nos enfants par plein de choses comme les biais inconscients. Je pense notamment à une pub pour un VTC, une société de VTC qui avait fait une pub dans le métro avec une femme qui était en train de tromper son mari et que du coup le mari disait « Ah ben je rentre plus tôt et je vais pouvoir choper ma femme en train de me tromper ». Ça, ce sont des biais inconscients. Et c'est à force aussi de véhiculer ce genre d'images-là que on accepte des comportements permissifs. Et ça, il faut qu'on mette fin. Et donc, c'est notre responsabilité à tous. Et donc, je suis ravie de ce genre d'initiative qui permet effectivement de reprendre la parole par une libération aussi. Et je pense que c'est très important. Et il faut qu'on puisse accompagner les victimes. Et pour ça, que ce soit en interne ou en externe, peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse parler. Lionel Cagnard-Leroy, quel rôle joue la dénonciation, le fait de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer son agresseur ? Oula, moi je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Hein. Le fait de parler, en tout cas, de dénoncer. Je suis un spécialiste plutôt de l'accueil en cabinet et de l'intervention auprès de personnes qui viennent se plaindre de certaines situations. Je dirais quand même, en forme de préliminaire, que ce serait intéressant de s'intéresser à ce qui permet le harcèlement. C'est tout un système, notamment en entreprise, et souvent on botte en touche sur la fragilité de l'individu, masculin ou féminin, alors qu'en fait, ce n'est pas un harcelé et un harceleur qui est en cause. C'est un système qui permet ce harcèlement. Et c'est quand même à y réfléchir à deux fois avant de penser que l'individu a des faiblesses. Voilà. C'est un mécanisme, en fait, que l'on peut déjouer, hein. En fait, votre agresseur se nourrit de vos réactions négatives, de vos émotions négatives, en tout cas en réponse à cet harcèlement. Comment on réagit ? C'est souvent, d'abord c'est le silence parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On a quand même une perte de l'estime de soi qui arrive. Il y a plein d'effets réactionnels qu'on n'arrive pas à maîtriser. On perd un peu la distance avec l'objet harcèlement et on finit par tourner en boucle avec soi-même. Et c'est là qu'il faut quand même aller voir quelqu'un pour mettre des mots autrement, sur autre chose, et essayer de prendre un peu de distance. Et on commence à ce moment-là à travailler, mais quand même, on reste quand même sur le sujet de l'individu et pas d'un système. Et c'est là que se jouent beaucoup de choses. Ce que dit Lionel est tout à fait intéressant. Alors d'abord, c'est vrai que la première chose, et moi je le vois systématiquement, la première chose qui est remise en cause, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est très très net. Et après, on a l'impression que c'est de notre faute, en fait. Oui, alors ça, puis on se sent tout d'un coup rabaissé, enfin on se sent plus rien, on sent moins que rien. Et ça, c'est vraiment très très fort. Je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte immédiatement. Et effectivement, comme le dit Lionel aussi, le côté systémique, global, est très important parce que il y a quand même un échange entre la victime et l'agresseur. Alors, j'utilise des mots forts à bon escient. Hein. Je fais exprès d'utiliser des mots qui sont forts. Entre la victime et l'agresseur, il y a une corrélation. Et souvent, moi, ce que j'ai pu constater dans ma pratique, dans mon accompagnement, que ce soit juridique ou de coaching, c'est le profil de la victime et de l'agresseur. Alors, j'utilise des guillemets, hein, on va mettre des guillemets plutôt pour être un peu plus modéré, mais ce sont souvent des profils un peu atypiques, avec des personnes qui vont être hypersensibles au potentiel, ce qu'on appelle des zèbres, qui vont être plus vulnérables, plus fragiles aussi à des interactions avec des jeux de rôle, avec des dominations, enfin, ça va être un peu complexe. Et c'est pour ça que c'est aussi très difficile de se sortir de phénomènes d'emprise, parce qu'on peut aller aussi jusqu'à un phénomène d'emprise avec le harcèlement. Ça peut aller très très loin. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et en fait, d'incidence. Et c'est pour ça que le profil de la victime ou de l'agresseur va être très important. Et je pense qu'il faut là
aussi, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure, il faut que la honte change de camp parce qu'en fait, c'est pas les victimes qui doivent se sentir honteuses de ce qui leur arrive. Elles ne l'ont pas cherché, même si il y a effectivement des profils qui sont peut-être plus susceptibles que d'autres d'être... Des failles ou des faiblesses dont se saisissent les agresseurs. Et qui savent très bien détecter. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'il va falloir faire un travail. Mais c'est justement là-dedans où on peut peut-être casser ce mécanisme en fait, du harcèlement, surtout quand il est répété dans un long terme. Vous parliez enfin, c'est moi qui l'ai introduit, le côté systémique, mais pour répondre au côté systémique non réfléchi de l'entreprise, en général, nous, on a un peu le contre-pied dans le réseau Souffrance et Travail, où la personne, on fait en sorte qu'elle ne soit plus seule. C'est-à-dire qu'elle est entourée. D'abord, il y a un psy, il y a quand même la médecine du travail, il y a un avocat possiblement qu'on peut contacter, il y a un psychologue, etc. Enfin, il faut que la personne se sente entourée. On recrée un système autour d'elle, pour lui dire, attention, vous êtes dans un système dans l'entreprise, nous on vous en recrée un qui vous protège. Tout en sachant que ce serait bien qu'on intervienne dans l'entreprise, mais ce n'est pas toujours possible, parce que ce n'est pas toujours entendu. Mais c'est vrai que l'isolement que ressentent les victimes, il est très net. Et c'est pour ça que moi, j'avais créé une association d'aide aux mamans avocates lorsque il y a maintenant plus de 10 ans, parce que moi-même, par rapport à la maternité, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie difficulté qu'on sentait tout de suite dans l'isolement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment fondamental qu'on puisse créer un réseau pour aider les personnes qui se sentent victimes. Et puis, au sein de l'Ordre des avocats de Paris, j'ai mis en place aussi une commission de lutte contre le harcèlement et la discrimination, parce que je pense que nous, les avocats, on doit être les premiers, en fait, on doit montrer l'exemple. Et donc, il faut vraiment que nous-mêmes, au sein de notre profession, on puisse être exemplaires sur cette question-là. Donc, j'ai fait insérer dans le règlement intérieur du barreau de Paris, qui est un peu notre code civil à nous, les avocats de Paris, une infraction spécifique de fait de harcèlement et discrimination, de sorte que maintenant, quand un avocat se rend coupable de tels faits, il peut être radié. C'est très important. Donc il y a des sanctions. Il y a des sanctions, oui. Et c'est très important parce que comme ça, c'est un message fort qu'on envoie en fait aux personnes, que ce soit des avocates ou pas des avocates, mais des personnes qui sont victimes de faits que pourraient commettre des avocats aussi, parce qu'on est humain aussi. Et on leur dit non, ça, ce n'est pas possible. Not me, not you. Et ça, voilà, on ne le tolère pas et ce sera sanctionné. Justement, Not Me, une application lancée aux États-Unis, est-ce que la donne a changé aux États-Unis? Est-ce que les entreprises vont peut-être plus se prémunir de tels agissements en renforçant leur règlement peut-être intérieur? Est-ce qu'on n'a pas peur des plaintes au pénal? Est-ce qu'il n'y en a pas plus d'ailleurs qu'en France? Alors aux États-Unis, c'est des sujets qui sont pris au sérieux depuis des années en vrai. Ils ont 10 ans d'avance sur la France sur ces sujets-là. Donc on pourrait croire que c'est mieux là-bas. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que toutes les entreprises font la même chose. C'est-à-dire qu'elles ont mis en place des trainings, elles ont mis en place des call centers, elles ont mis en place un tas de choses et elles se rassurent en se mettant ça en place. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Parce que ça n'encourage pas la libération de la parole. La première chose, c'est que la seule façon vraiment d'encourager la libération de la parole, c'est de permettre l'anonymat. C'est-à-dire que la victime doit pouvoir parler de façon anonyme et être protégée en tant que lanceur d'alerte, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin. Ça, c'est un point fondamental. Et ça ne marche pas aussi parce qu'on n'a pas de données au final. C'est-à-dire que ça reste un sujet assez flou. C'est-à-dire qu'on a des études à droite, à gauche, mais au sein même des entreprises, on a peu de données. Un chiffre qui est le même, c'est ça qui est intéressant, qui est le même en France et aux États-Unis, c'est qu'il y a seulement une victime sur 4 qui va aller faire part de ce sujet-là à sa direction. C'est-à-dire qu'il y a 75% des gens qui n'en parlent pas et qui n'osent pas en parler. Et pourtant, en même temps, on sait qu'il y a une femme sur 3 en France qui s'est dite victime de harcèlement, souvent sexuel, au travail. Donc le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que pour pouvoir gérer le problème, il faut 2 choses. L'anonymat, c'est fondamental, et la capacité à recueillir de la donnée, pouvoir la traiter et l'analyser. C'est ces 2 piliers-là qui vont permettre effectivement de régler le souci. Et NotMe, un des points forts de NotMe, c'est de permettre l'anonymat, mais tout en maintenant le dialogue. C'est-à-dire qu'on a dans l'outil une fonctionnalité qui va permettre d'échanger avec la victime en s'assurant qu'elle reste anonyme. Parce que dans certains cas, c'est rien en vrai. Dans certains cas, ça peut être un malentendu, ça peut être des choses qu'on n'a pas comprises, et on a besoin aussi de responsabiliser. Je ne parle pas de harcèlement, je parle de micro-agression, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qu'on pense aussi, c'est qu'on n'arrive pas au harcèlement du jour au lendemain. En vrai, on est dans c'est une escalade. On est dans un sujet qui est assez gris, et nous, notre idée, c'est de désamorcer au maximum en traitant déjà les micro-agressions auparavant, et pouvoir recadrer un manager qui ne manage pas correctement au final.
C'est vrai qu'on parle, avant de parler harcèlement, il y a des agressions qui se répètent, puisque dans la définition du harcèlement, ce sont des faits répétés. Même sur une courte durée. Même sur une courte durée. Comment il y a un problème de l'interprétation, en fait. C'est peut-être aussi ça qui empêche la libération de la parole. Alors justement, c'est très intéressant ce que disait Emmanuel, je voulais rebondir là-dessus parce qu'il y a aussi un côté très galvaudé du terme de harcèlement. Harcèlement, maintenant, c'est un peu comme pervers narcissique. On l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Et moi, j'ai des clients qui sont parfois venus me voir en me disant « Maître, je suis harcelée ». Je dis « Attendez, c'est quoi en fait ? C'est quoi les faits qui caractérisent ? On repose. Non, alors ça, je suis désolée. Bon, je comprends que vous ayez pu être blessé, être gêné par tout ça, mais ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est une qualification juridique. Effectivement, alors après, toute la difficulté, ça va reposer aussi sur la preuve, parce que c'est une zone très grise. D'abord, c'est soumis à de l'interprétation aussi, parce que c'est la subjectivité. Le harcèlement, c'est comment c'est ressenti par la victime. Donc, il y a énormément de subjectivité. Et puis maintenant, avec toute la libération de la parole, les gens savent aussi qu'il faut faire attention quand vous dites des choses, et donc ils sont beaucoup plus prudents, et recueillir la preuve va être un petit peu plus compliqué. Vous avez ce sentiment-là aussi, Lionel Cagnard-Leroy ? Oui, enfin, moi j'ai envie de partir d'un simple exemple pour illustrer quelque chose. Dites-nous. J'ai le souvenir d'une personne qui est harcelée, et qui en plus additionne les difficultés dans son travail. La commission de réforme, puisque c'était une fonctionnaire, reconnaît quand même qu'il y a un problème dans le service et paie les consultations pendant 1 an et demi. Elle vient me voir et au bout du compte, alors en fait, on a quasiment traité d'autres choses parce que on a compris le problème du harcèlement, le problème du mécanisme, le problème systémique qu'il y avait dans ce service, notamment via un chef. Et au bout du compte, au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé ? La personne a été extraite d'une administration et placée dans une autre. Mais le problème, il est toujours là. On n'a pas réglé le problème. Et c'est là qu'il y a vraiment un souci de compréhension. On essaie de le dépasser dans le réseau Souffrance et Travail en essayant d'entourer la personne d'aides multiples. Et le droit est un très très bon support parce qu'il définit bien les choses clairement et très concrètement. Et nous, on permet à la personne de se décaler, de se déporter pour réfléchir à sa situation, mais aussi à la situation dans laquelle elle s'est trouvée et pas qu'elle a créée. Vous voyez ? Et justement, j'en reviens, vous faisiez le parallèle avec le juridique. En dénonçant sur les réseaux sociaux, j'y reviens, c'est plus du name and shame. Oui. Vous allez toucher l'image de l'entreprise, l'image de marque, l'image employeur. Est-ce que finalement, on ne se dit pas que le tribunal populaire est plus valable aujourd'hui que la justice ? Il est plus virulent, il est plus rapide. Sur Twitter, les informations vont 6 fois plus vite. Est-ce que pour autant, il est avéré ? Bon, il y a quand même eu un petit souci au niveau justement de Balance ton port dont vous parliez tout à l'heure. Éric Brion a quand même pas été blanchi, mais bon, il y a quand même eu une condamnation pour des faits de diffamation. Donc, ça pose quand même une interrogation sur en tout cas le tribunal médiatique. Et je pense que c'est pour ça que je veux rappeler vraiment la nécessité d'en revenir aux principes essentiels de notre État de droit, qui sont la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Et justement, la justice, est-ce qu'elle n'aide pas aussi à se reconstruire ? Parce que finalement, c'est son image à soi, c'est l'image de l'entreprise. Comment retravailler après des faits de harcèlement ? Mais comment on entretient l'image de l'entreprise en externalisant le problème sur l'individu, pas autrement, les 3 quarts du temps. On ne répare jamais une situation de harcèlement, même avec l'allocation de dommages et intérêts, et pourtant ils sont moins élevés qu'aux États-Unis où ils ont les punitive damages, mais en France, c'est ce que je dis systématiquement à un client, vous aurez beau avoir 30 000, 50 000, 100 000 euros, ça ne réparera pas ce que vous avez vécu, parce que c'est une blessure morale, c'est une blessure intérieure, c'est une remise en cause de son estime de soi, et ça, il n'y a pas d'argent qui vient avec. C'est très bien décrit dans le livre de la Famiglia Grande. C'est très très bien décrit, le temps long comme ça, ça perdure pendant des années. Ça reste dans l'esprit, ça reste coincé quelque part. Non, on ne s'en défait pas. En tout cas, un sujet vraiment très intéressant. Alors, il y avait beaucoup d'autres sujets à aborder. J'espère que vous me ferez le plaisir de revenir sur le plateau pour les aborder. Merci Valérie Duès-Ruff, avocate, coach en développement personnel, et votre livre « Le code de la mère active », livre auto-édité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci Lionel Cagnard-Leroy, psychologue du travail, membre du réseau national Souffrance et Travail. Et puis Emmanuel Wendling, président de l'application #NotMeFrance. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Smart Job. Dernière séquence de l'émission, fenêtre sur l'emploi. On parle de l'employabilité des jeunes diplômés.
Fenêtre sur l'emploi, un premier emploi, ou en tout cas un premier pas dans le monde professionnel. Pas toujours simple à faire en ce moment, et puis depuis quelques mois, dans ce contexte de pandémie. Alors c'est vrai que les initiatives se multiplient pour favoriser l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Alors c'est vrai que parallèlement aux initiatives de l'État, les écoles de l'enseignement privé aussi s'engagent pour accompagner au mieux leurs élèves, que ce soit pour un premier emploi, une alternance ou pour un stage. On en parle aujourd'hui avec Franck Papazian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Media School, le groupe Media School. C'est un groupe qui forme au métier de la communication, du digital et des médias. Vous avez 40 campus un peu partout en France. Oui, on a 40 écoles. Un peu partout en France et en Europe. Et en Europe. Oui. Et nous avons pris conscience, effectivement, il y a quelques années déjà, mais évidemment, on a zoomé depuis 1 an sur la nécessité de mettre en place des dispositifs qui soient efficaces, en connexion avec le monde de l'entreprise, pour favoriser l'emploi des jeunes qui font confiance aux écoles de Media School, et justement pour battre la crise de l'emploi des jeunes. C'était notre challenge, mais comme nous avions commencé il y a des années déjà, la pandémie, en fait, nous étions déjà dans notre élan et nous avons réussi à battre la crise de l'emploi des jeunes en pleine pandémie, parce qu'en fait, notre préoccupation, c'est de construire nos parcours. C'est un vrai parcours. C'est pas avec les entreprises. Ce que je disais, faire une école, c'est bien. Avoir un emploi derrière, c'est beaucoup mieux. Donc, ils sont accompagnés. Et vous avez justement développé notamment une plateforme à destination de ces étudiants. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver sur cette plateforme ? On a développé Media School Carrière, donc, qui est une plateforme où nous avons mis en relation des centaines d'employeurs avec nos étudiants. Donc là, on fait matcher, on CV fait matcher, et on offre. rencontre, on crée les rencontres. Dans le cadre de cette plateforme-là, on avait déjà créé les rencontres avant la plateforme en organisant des rencontres dans nos écoles. Donc physiques entre les employeurs qui venaient effectivement à la rencontre de nos étudiants. Puis avant même, on a travaillé nos parcours avec les entreprises. Comme ce sont les entreprises qui recrutent nos étudiants, nous travaillons nos formations, nos masters. Pour savoir quels sont leurs besoins. Bien sûr. Vous avez intégré des stages peut-être. Bien sûr, aussi, nous formons nos étudiants pour qu'ils soient recrutés par les entreprises. Donc, il faut demander à tous ceux qui font le marché leur avis sur la manière dont ils souhaitent que nous formions les étudiants. Voilà. Et donc, avec des stages, on a la moitié de nos étudiants qui sont en apprentissage, en alternance. 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Là aussi, c'est un format que nous avons travaillé avec les entreprises. Et comme ça, donc, en réalité, les étudiants Media School sortent de Media School à la fin de leurs études avec déjà 2 ans d'expérience professionnelle. 4 jours en entreprise, c'est quasiment du plein temps. Oui, effectivement, voilà. Ça donne une bonne expérience, effectivement. Ça permet aux entreprises de bénéficier de la présence de l'étudiant, qui est du coup un jeune professionnel. Puis 2 ans, ça laisse aussi un suivi. Ça peut être un contrat d'1 an, mais aussi un contrat de 2 ans, d'accord ? Et donc, ça permet non seulement à l'entreprise de pouvoir recruter des étudiants, de pouvoir les habituer au code de l'entreprise, mais derrière, la plupart du temps, étant donné que l'étudiant est agile, il est pro, il est bon, eh bien, il se fait recruter en CDI par l'entreprise. Vous avez constitué aussi un vivier d'entreprises qui s'engagent en fait à recruter davantage de jeunes diplômés. Ce sont des objectifs chiffrés ? Oui, alors on a à peu près 2000 entreprises partenaires, mais là on a créé un club des grands partenaires qui est présidé par Christophe Catoire, le président monde de la marque Adecco. Donc on a voulu s'allier, au leader mondial de l'emploi et des RH pour justement créer ce club des grands partenaires. On en a 10 là, on en aura 50 à la fin de l'année, on en aura 150 l'année prochaine, justement pour créer cette dynamique, parce qu'on refuse que la génération de 2020, 2021, 2022 soit une génération sacrifiée. Il n'y a pas de fatalité. Nous mettons tout en œuvre pour que les étudiants qui nous font confiance sortent avec un job après leurs études chez Media School. Le premier confinement avait déjà, j'imagine, demandé une adaptation aussi de vos cours. Passer en distanciel, c'est quelque chose que peut-être vous opériez déjà avant la pandémie, non ? Non. Ça a été vraiment un basculement, une révolution générale. Ça a été une révolution. En 48 heures, tous nos profs, nos managers, etc. ont basculé sur du distanciel. Mais en septembre 2019,
donc 6 mois avant le début de la pandémie, nous avons annoncé la création de Green Management School, l'école de la transition écologique et solidaire, de l'éco-responsabilité que nous avons créée. Avec des filières qui sont porteuses Nous avons aujourd'hui. créé avec Audrey Pulvar. Et nous avons décidé que ce serait en 70% en distanciel et 30% en présentiel. Et donc, on était déjà 6 mois avant le début de la pandémie. Donc vous aviez déjà infléchi ce Absolument. mode hybride, j'ai envie de dire. Je voulais dire aussi un mot sur ce partenariat avec Booster Academy. Vous créez la Business School autour des métiers, d'un profil très recherché en ce moment, celui de commercial. Oui. Un profil aussi et une activité qui demande de savoir vendre à distance aujourd'hui. Oui. Alors, nous sommes très, très fiers de cette école. Parce qu'en fait, il va falloir des commerciaux qui soient agiles, qui soient efficaces, des commerciaux, des vendeurs même, parce qu'en fait, on va arriver au bout de cette crise et on va être obligé de gérer une croissance extrêmement forte. Et les entreprises, déjà, c'est un signal, recrutent plein de candidats à la business school, justement parce qu'elles savent que dans les semaines et les mois qui viennent, il va falloir booster l'activité de vente. Et je suis assez impressionné. Pour accompagner la reprise. Bien sûr, assez impressionné par les profils qui viennent à la business school. Et avec Booster Academy, nous avons une énorme ambition pour cette école. Un grand merci à vous, Franck Papazian, merci à vous. président de Media School. Un grand merci à vous. Smart Job touche à sa fin. Merci à tous les invités qui sont venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à Pauline Gratel qui m'a aidé à préparer cette émission, Emma Benassi à la régie, Romain Luc à la réalisation, Amanda Montero au son et Margot Rouault à l'accueil des invités. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. On se retrouve demain en direct sur Bismart. Passez une excellente journée. À demain.